Stéphane Calvet, on se voit aujourd'hui pour parler de votre livre sur Cambronne, paru aux éditions Vendémiaire. C'est un livre qui démonte un peu la légende cambronnienne, si on peut dire. Pourquoi vous vous êtes attaqué à ce personnage ? Et justement, ce personnage, c'est un mythe, c'est une légende dans l'histoire impériale, dans l'histoire militaire de l'Empire. Et tout historien se doit de vérifier si les mythes, effectivement, méritent d'être des mythes. Et plus sérieusement, je voulais m'attaquer au Cambronne historique, sachant très bien qu'il y a y avoir une différence, voire un grand écart entre le Cambronne historique et le Cambronne de la légende. Donc, comme j'avais déjà travaillé sur les officiers de la Grande Armée, je savais que la plupart des maréchaux avaient été l'objet de très bonnes biographies, certains généraux aussi, et Cambronne, étrangement, avait échappé à une étude, je dirais, scientifique. Donc je me suis lancé dans l'entreprise Cambronne pour vérifier un certain nombre de choses, et en même temps pour montrer qu'on peut faire la biographie d'un personnage célèbre de l'Empire à partir, je dirais, presque de rien. Quand je dis de rien, c'est-à-dire à très peu de sources directes, avec des sources indirectes, alors avec les limites, bien entendu, des sources indirectes, mais il n'empêche que l'on peut arriver à un résultat assez étonnant qui nous donne une autre image de ce Pierre-Étienne Cambronne. Oui, parce qu'à lire votre livre, on est assez vraiment étonné de la différence entre la célébrité de ce personnage qui ne se dément pas pour des raisons qu'on va évoquer, et finalement pour le peu de traces qu'il a pu laisser. Tout à fait. Alors peu de traces personnelles, effectivement, tout ce qui relève des archives privées de Cambronne, on en a très très peu. C'est quelqu'un qui aurait été intellectuellement incapable de pouvoir rédiger ses mémoires, contrairement à d'autres. Il avait une très faible instruction, même s'il en avait une, mais une très faible. Mais il avait une correspondance privée, et cette correspondance privée a grande partie disparu. Lorsque Cambronne décède en janvier 1842 à Nantes, il existait une malle où toutes ces correspondances ont été installées, mises, et malheureusement cette malle a été confiée à la caserne de gendarmerie de Nantes, et dans les années 1870-1880, on ne sait pas trop pourquoi, le jour d'un grand ménage, la malle est passée à la poubelle, et quelqu'un aurait subtilisé au dernier moment un document qui dépassait de la malle, parce que c'était quand même la malle du général Cambronne, et il s'agit du certificat de santé fait en 1816, quelques mois après la bataille de Waterloo, ce qui permet d'avoir une description assez étonnante du Cambronne, et voir comment son corps quand même portait les stigmates et les traces de toutes les guerres. Alors ce Cambronne, est-ce que vous pouvez nous dire d'où il vient, quelles sont ses origines ? Alors ses origines géographiques, il vient de Nantes. Lorsqu'il grandit à Nantes, il est né dans les années 1770, donc toute cette génération qui va être happée par la Révolution et l'Empire, c'est ceux qui auront 20 ans en 1790. La famille est déjà implantée depuis une génération et demie, mais pas assez pour appartenir au monde des notables, car les Cambronne, socialement, sont des négociants. Ils sont appelés comme tels dans les documents de l'époque. Ils ont une fortune qui peut effectivement nous rappeler qu'ils sont des notables, qui sont dans une sorte d'entre-deux, de petite notabilité, qui peut peut-être d'ailleurs expliquer ensuite l'attitude de Cambronne vis-à-vis de Louis XVIII et de son ralliement assez rapide, parce que c'est un personnage, comme beaucoup d'officiers de la Grande Armée, enfin de l'ancienne Grande Armée, qui sont très attachés au rang social. Et l'épaulette, l'uniforme que l'on porte, est quelque part la marque d'un rang social, et donc le symbole d'une notabilité. Et ça, Cambronne y est très attaché, peut-être que ça commence déjà dès l'enfance. On va passer sur son enfance, et en 1789, la Révolution se déclenche. Que fait Cambronne et comment il va se retrouver embarqué dans cette aventure ? Alors Cambronne, comme la plupart des Nantais de cette époque issus du milieu négociant et commerçant, c'est un personnage qui est sensible aux idées dites des Lumières.
Arthur Young, le célèbre voyageur anglais qui passe à Nantes dans les années 1787, dit que les négociants sont très 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 favorables aux idées des Lumières et on voit se profiler déjà un petit peu la révolution de 1789. Cambronne adhère à la révolution et d'ailleurs on le retrouve en janvier 1780, donc avant la révolution, lorsqu'à Rennes, il y a déjà des échauffourées aux États régionaux de Rennes, entre d'un côté les ordres privilégiés et le tiers-État. Le tiers-État rennais, commandé par Moreau, le futur général, les étudiants de Rennes ont pour chef Moreau, qui sera le vainqueur de Hohenlinden. Il faut savoir que, on aura notre cher Cambronne qui sera à Hohenlinden aussi. Donc, comme quoi des fois l'histoire, les croisements de vie, a fait appel à tous les patriotes de la région. Et à Nantes, on rassemble un bataillon de 400 personnes âgés de 20-25 ans qui filent pour aller aider les bourgeois de Rennes contre les nobles et probablement que Cambronne a bataillé là contre un certain Chateaubriand, puisque Chateaubriand dans les mémoires d'Outre-Tombe dit qu'à Rennes ont été versées les premières gouttes de sang de la Révolution. Donc Cambronne, c'est très net, il est franc-maçon. Il est passé par le Collège des oratoriens de Nantes, qui est imprégné des idées du XVIIIe siècle, de réforme du XVIIIe siècle. Il s'engage pour les États de Bretagne du côté du tiers-État. Et ensuite, quand il y a la formation de la garde nationale, après les événements parisiens, Cambronne, on le retrouve dans la compagnie dite de la Fraternité. Voilà, donc le cursus classique d'un jeune négociant nantais. Mais il va aller plus loin lorsqu'en 1791, le roi tente de s'échapper, il est rattrapé à Varennes, et là, on monte des bataillons de volontaires qui pourraient rejoindre l'armée de ligne, parce qu'on n'a pas trop confiance à l'armée de ligne, parce qu'elle est commandée par des officiers nobles, donc on essaye de mettre en place une sorte d'armée parallèle, si vous voulez. Donc c'est ces fameux volontaires qui ont été étudiés par Jean-Paul Berthaud, Cambronne fait partie de ces volontaires de 91, qui sont différents de ceux de 92, parce que 91, là, c'est vraiment, comme le dit Berthaud, c'est lorsqu'on s'engage dans un bataillon en 1791, c'est vraiment qu'on a une forte adhésion à la Révolution. Donc la guerre est déclarée, il fait ses premières armes au feu. Dans votre livre, vous racontez ça très bien, il y a beaucoup d'épisodes et il commence un peu à se distinguer. En tout cas, il découvre l'attrait pour le combat et la vie militaire. Et le grand épisode qui est un peu fondateur de la vie de Cambronne et de sa carrière, c'est les guerres de Vendée. Oui. Ce sont les guerres de Vendée. Alors, effectivement, Cambronne, lorsqu'en 1792, il rejoint la frontière Est, la région de Champagne, où il y a la bataille de Valmy. Alors, il faut savoir que ces anciens biographes l'ont jamais dit. Ça, on retrouve pourtant les traces aux archives municipales de Nantes. Il donne sa démission du bataillon dans lequel il s'est engagé en 91, parce que ce bataillon part à Saint-Domingue. Et partir à Saint-Domingue, on ne sait pas quand on va revenir, et surtout dans quel état. Et Cambronne donne sa démission à ce moment-là. Donc c'est la preuve qu'il n'a pas envie de faire une carrière militaire. C'est clair, parce que partir pour Saint-Domingue, je dis, c'est la longévité de la campagne. Or, il était dit que les bataillons de volontaires, quand on s'engageait, la légalité disait qu'ils avaient le droit à une campagne. Donc une campagne, c'était à peu près 6 mois d'incorporation. Partir à Saint-Domingue, c'est au moins 6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. Donc il donne sa démission, il s'engage dans un autre bataillon. Et le bataillon dans lequel il s'engage, c'est le bataillon de Maine-et-Loire, qui est commandé par Beaurepaire, celui qui se suicidera à Verdun plutôt que de donner la place aux Prussiens. Enfin, ça, c'est le mythe républicain, encore un autre mythe. Et finalement, Cambronne va rejoindre en juillet 92 ce bataillon qui est déjà enfermé dans Verdun, parce que lui, il fait partie des derniers à être incorporé dans ce bataillon. Et quand il arrive là-bas, le bataillon s'est déjà rendu auprès des Prussiens. Les Prussiens les libèrent quand même parce que les honneurs de la guerre, ils se sont bien comportés au combat. Et ils retrouvent un bataillon qui est moralement complètement abattu. Le chef s'est suicidé, la moitié ont déserté. Et lui continue la campagne. Son baptême du feu, c'est Jemappes. Mais là, après Jemappes, il donne sa démission de nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il estime qu'il a rempli son contrat. Et il revient à Nantes parce que sa mère l'attend. Il y a 3 autres frères et sœurs qui sont à Nantes. La maman, elle est veuve depuis 1784 et Cambronne a un petit peu la charge je dirais, de père de famille presque. C'est ça, c'est le fils aîné. Et effectivement, le grand tournant, donc il n'a jamais eu l'idée de faire une carrière militaire, sauf aider son pays quelque temps, mais c'est tout.
Et là arrive la révolte, ce qu'on appelle des Vendéens, mais en fait, des paysans de l'Ouest, donc ce qu'on appelait les guerres de l'Ouest ou les guerres de Vendée. Et là, la ville de Nantes, sa ville natale, elle est au cœur du conflit. Les Vendéens doivent absolument la prendre pour libérer un port, pour permettre aux Britanniques d'avoir une attache et ensuite renverser la Révolution. C'est bien le but. Bon, eh bien, Cambronne, qui croyait avoir déposé les armes, sa ville natale étant attaquée, on a trop besoin de lui, surtout que les autorités républicaines de l'époque s'aperçoivent qu'en fait, ils sont très très peu d'hommes. Donc lui, il a déjà une petite expérience de la guerre. Et là, il est promu sergent dans une unité locale, on en appelle la Légion nantaise. 1200 hommes, entre 1200 et 2000 hommes qui sont incorporés à la hâte. Lui, il est sergent. Et donc là, il va se distinguer effectivement lors de la bataille de Nantes, que Napoléon avait surnommé le Valmy de l'Ouest. Il s'est distingué et en l'espace de quelques mois, il devient lieutenant puis capitaine, avec effectivement des actions d'éclat, un courage au combat qui est indéniable. Il y a plusieurs rapports qui le montrent. Mais la guerre de Vendée révèle quand même autre chose chez lui. Oui, parce qu'à la fois, il y a quelques traces où il témoigne de son sorte de dégoût, en tout cas de sidération devant les violences de cette guerre abominable, mais en même temps, on a l'impression qu'il va peut-être pas y prendre goût, mais en tout cas y trouver une espèce un intérêt, un moteur pour lui. Oui, c'est-à-dire il est happé par cette guerre, qui est une guerre, c'est de l'hyperviolence. C'est des exactions de part et d'autre, surtout de la part des républicains. L'ennemi de l'intérieur, c'est vraiment l'ennemi de l'intérieur, donc c'est massacre sur massacre. C'est une guerre, ce n'est pas une bataille comme Jemappes, c'est une guerre d'embuscade. On tue à l'arme blanche, on commet des exactions sur les civils, qu'ils soient d'ailleurs royalistes ou non, parce qu'on a des rapports où Cambronne se distingue par un comportement ultra-violent, même à l'égard des fois d'autorités municipales qui sont républicaines. Il est en train de prendre la culture militaire un petit peu dès l'époque, et une culture militaire qui est propre à ces troupes qui étaient en Vendée, des unités autonomes, parce que la Légion nantaise à laquelle il appartient, de 2000 hommes qu'ils sont au début, elle est réduite à 300 hommes dès 1794, tellement les combats, les maladies font des ravages. Et lui, il commande une compagnie, il est capitaine, et il est à la tête de 70 hommes. Je dirais que c'est une sorte de... Si je pouvais faire la comparaison, je ne le dis pas dans mon livre, mais je le dis souvent quand je fais des conférences sur le personnage, c'est un peu le capitaine Conan, quoi. C'est le film de Tavernier, ou le roman de Roger Vercel. C'est ça, quoi. C'est des corps francs, c'est des types qui vont faire des coups de main qui sont indispensables pour ce type de guerre. On ne fait pas de pitié pour l'adversaire. Alors je pense que c'est quelqu'un qui, effectivement, apparemment, selon certains documents, aurait tendance à épargner la vie des royalistes quand ils sont assez jeunes, mais il ne l'épargne pas pour les autres. Et il est le guerrier Cambronne se révèle à ce moment-là. Donc je le disais, hyperviolence, mais aussi la consommation d'alcool, le très mauvais rapport avec les populations civiles, le nombre de fois qu'il est traduit devant un conseil de discipline par ses chefs, et qui au final, les chefs ne vont pas le révoquer, parce qu'on a besoin de types comme lui. On sait que c'est avec ces gens-là qu'on va gagner la guerre. Donc voilà, Cambronne, même si lui-même peut dénoncer cette guerre, d'ailleurs il le dénoncera plus tard quand il sera en Espagne, sous Napoléon, il retrouve un petit peu cette même guerre. La guerre de Vendée, d'ailleurs Hugo avait fait la même chose, le père de Hugo avait fait déjà le même parallèle. Il dit, mais qu'est-ce que on a retrouvé une rare lettre qu'on a de lui, mais qu'est-ce que je m'ennuie dans cette guerre, c'est une guerre qui ne me plaît pas, en fait c'est une guerre où il n'y a pas d'honneur, il y a de la bravoure, mais on massacre l'autre, et c'est pas trop dans sa mentalité, même s'il le fait, et peut-être que s'il se met à boire de l'alcool, c'est justement parce qu'il est dans cet environnement d'hyperviolence. Après, ce qui est étonnant, c'est que le fait qu'il ait sauvé un jour peut-être un ou deux ou quelques jeunes Vendéens, ça va lui servir après, en 1816, quand il va passer en procès. Mais ça, oui. Donc, après les guerres de Vendée, il va rester dans l'armée. Il va faire toutes les guerres de la Révolution.
il va se retrouver ensuite à Dunkerque. Et malgré sa longue carrière, ça va faire une dizaine d'années qu'il est déjà dans l'armée, il ne monte pas en grade, il est un peu bloqué. Ça aussi, vous pouvez nous dire deux mots là-dessus avant de parler justement de l'arrivée de Napoléon et... Alors, Cambronne, effectivement, en 1796, il est sous le commandement du général Hoche. Et Hoche ne sait pas trop quoi faire de ces types-là à la Cambronne ou de leur compagnie qui commettent des ravages tout en étant utiles sur un plan militaire. L'unité de Cambronne, je rappelle quand même, c'est la troupe de choc qui prend Quiberon, le fort de Penthièvre au moment de Quiberon. C'est eux qui sont en première ligne et qui éliminent tous les royalistes au moment de l'assaut. Donc c'est pas pour rien. Alors, il ne sait pas trop quoi en faire, il va essayer de les regrouper dans une seule et même unité. C'est un peu comme le roi Charles V quand il ne savait plus quoi faire des grandes compagnies qui commettaient des... C'est pareil, là pour Hoche, il est vraiment embarrassé, vraiment. Donc on va les mettre tous dans une même unité qui s'appelle la 46e demi-brigade d'infanterie de ligne. D'ailleurs, là, Cambronne, il retrouve son petit frère, François Constant, qui l'avait suivi dans un autre bataillon. Et il se retrouve avec son petit frère dans la même unité. Et effectivement, il est envoyé sur le Rhin. Alors là, il va découvrir un autre théâtre d'opération où c'est moins une guerre d'embuscade. Là, c'est vraiment, je dirais, la guerre traditionnelle, classique, avec des hommes en uniforme, si tant est qu'ils en aient. Avec une certaine, on va dire un certain code, même si la Révolution, on sait qu'elle bouleverse un petit peu les codes militaires, mais d'habitude, mais là, il y a un certain code. Et effectivement, il a Dunkerque. Et là, en 9 ans, malgré des coups d'éclat, à Zurich en septembre 99, il fait une action d'éclat absolument remarquable. À Dunkerque, à Ostende, pardon, en 1798, il chasse 3000 Anglais de la plage, alors que c'est son chef qui va obtenir la citation. Lui ne l'obtient pas. Et on peut se demander pourquoi, effectivement, parce que c'est un type qui est un guerrier, mais il n'a pas trop d'intelligence tactique. Il a commandé 80 bonhommes, ça va, mais lui confier plus, ses chefs ont vite vu les limites du personnage. C'est un homme d'action, c'est un homme de main, voilà. Mais monter dans un grade supérieur, c'est être officier supérieur, parce qu'après capitaine, c'est chef de bataillon. Et chef de bataillon, là, on commande 800, 900, 1200 hommes si l'effectif est au complet. Est-ce que Cambronne en est véritablement capable ? Pas trop, on va le voir par la suite. Mais il n'empêche que pendant 9 ans, il stagne au grade de capitaine. Et puis il est devenu militaire. Maintenant, il ne se voit pas revenir à Nantes et puis ouvrir une succursale. Et sa mère, elle est toujours à Nantes, mais bon, la pauvre, la famille apparemment a tout perdu avec la Révolution, donc voilà, qu'est-ce qu'il va faire Cambronne ? Il est militaire. Et donc effectivement, Napoléon arrive, et là c'est vraiment un tournant dans sa vie. Oui, parce qu'il va. Est-ce que déjà la première question, c'est est-ce qu'il va suivre Napoléon par conviction bonapartiste, et en même temps il va aussi profiter de l'arrivée de Napoléon, parce que Napoléon va promouvoir des hommes comme Cambronne, parce qu'il faut des hommes neufs. Il lui faut des hommes sur qui il peut compter, il lui faut aussi des têtes brûlées. Donc il va profiter, après la Révolution, où il trouve une carrière, il va trouver un sorte de second souffle avec l'arrivée de Bonaparte. Voilà, alors il n'est pas bonapartiste au sens politique, comme on peut l'entendre. Malheureusement, alors là je dois le dire, l'historien est limité, on n'a pas de document de lettres de Cambronne qui parle de Bonaparte dans les années 1800, 1804, 1805. En tout cas, ce qui est sûr, et ça c'est très important pour la suite, c'est qu'il ne fait pas partie du premier sérail. Il ne fait pas partie de ces troupes qui ont accompagné Napoléon en Italie et en Égypte. Alors ça c'est important parce que dans la guerre impériale, le noyau dur de la guerre impériale c'est ça, c'est l'Égypte et la campagne d'Italie 96-97. Cambronne n'en fait pas partie. Cambronne, la première fois qu'il voit Napoléon, c'est probablement dans les années 1803-1804, lorsque vous avez l'armée d'Angleterre qui se masse sur Montreuil, Saint-Omer, Boulogne, etc., pour envahir l'Angleterre. Cambronne a probablement vu pour la première fois l'empereur Napoléon au moment où celui-ci lui remet la croix de la Légion d'honneur lors de la fameuse cérémonie qui avait eu lieu en juillet 1804 à côté de Boulogne. On peut supposer qu'il est assez admiratif du général, mais il ne fait pas partie de sa clientèle. Ça, si on peut parler de clientèle militaire, il n'en fait absolument pas partie. Cambronne a servi dans des unités qui étaient sous les ordres de Moreau, de Hoche, c'est-à-dire des unités qui étaient plutôt des généraux républicains, qui étaient même, je dirais, des rivaux de Napoléon.
Et Cambronne a servi sous ses hommes. Donc, mais Napoléon, effectivement, voit en des types comme Cambronne des gens, parce que je pense que Napoléon a très bien perçu les mutations de la guerre, a très bien perçu que les batailles allaient devenir de plus en plus violentes, qu'elles allaient être très consommatrices d'hommes, qu'il fallait avoir besoin d'hommes de la trempe de Cambronne, c'est-à-dire des types, ce sont des meneurs d'hommes, des chefs absolument exceptionnels, capables d'emmener leurs hommes sur des points ultra dangereux, mais ils ont un tel ascendant sur leurs hommes qu'ils vont être capables de les emmener sur ce point dangereux, quitte à avoir des pertes. Hein. D'ailleurs, j'ai retrouvé un document qui est extrêmement intéressant où on voit que la compagnie de Cambronne, la compagnie de grenadiers, les capitaines de grenadiers, qui est une compagnie d'élite, il faut savoir, dans une unité d'infanterie, c'est la compagnie qui a le moins de déserteurs de tout le régiment, sur les 3000 hommes. Hein. On est à 10% de déserteurs, alors que les autres sont à 20-30%. Donc ce qui montre que l'homme a quand même un certain ascendant. Parce que Napoléon l'a vu, mais il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose aussi qui a été un petit peu négligé dans les études sur les armées de la Révolution et les armées de l'Empire, où on a eu un peu tendance à toujours croire ce que disait Napoléon, c'est-à-dire chaque soldat avait un bâton de maréchal dans sa giberne, voulant dire par là que par le courage, il allait pouvoir monter en grade. Il faut quand même avoir des connaissances, il faut quand même faire partie d'un réseau, il faut faire partie d'une clientèle. Et Cambronne, à Boulogne, va fréquenter, parce que là on a plusieurs unités, va fréquenter un personnage qui va être pour lui plus que Napoléon, je pense, c'est lui qui va vraiment déterminer sa carrière. C'est Curial, qui à l'époque est chef de brigade de la 88e, un ancien capitaine de grenadiers, comme Cambronne, donc déjà on voit qu'il y a un point commun, ils sont tous les deux capitaines d'une unité d'élite. Cambronne n'est que capitaine, Curial est franc-maçon, Cambronne est franc-maçon, leur unité est stationné dans la même ville, donc les officiers forcément se voient, il y a une culture d'officier aussi, il y a une sociabilité autour des officiers, donc on va dans les mêmes tavernes, on fréquente les mêmes filles, on a les mêmes sujets de conversation, et là, Curial, alors est-ce qu'il se prend d'amitié pour Cambronne? En tout cas, prend Cambronne sous sa protection. Voilà, ça, c'est clair. Et au moment où la Grande Armée reçoit l'ordre de passer de la Manche, enfin on va dire de Boulogne, pour aller en Autriche, en Bavière et en Autriche, les fameux 7 torrents de la Grande Armée, Cambronne, là, boum, passe de capitaine à chef de bataillon, et devinez où? Dans le 88e régiment d'infanterie, c'est-à-dire l'unité commandée par Curial. Donc il est clair que Curial a eu un petit coup de pouce pour Cambronne. Là est le tournant de la carrière militaire de Cambronne. Et il sera toujours dans la clientèle Curial jusqu'à 1814. On va passer assez vite les grandes guerres de Napoléon, parce qu'il y a beaucoup de choses dans votre livre. On va sauter, si je puis dire, presque à la fin, en tout cas à la défaite première, l'abdication de Napoléon, le départ à l'île d'Elbe, et là, assez bizarrement, je trouve, Cambronne part avec l'empereur, il devient un peu son chef d'état-major, il commande l'armée de Napoléon à l'île d'Elbe. C'est, comment dire, c'est à la fois pathétique et en même temps pour Cambronne, c'est presque le sommet de sa carrière. Oui, alors Cambronne a été un peu embarrassé parce que Curial, son protecteur, lui dit que lui sera lié à Louis XVIII. Il n'a pas le choix, Curial. Il est le gendre de Beugnot, qui est en fait le nouveau ministre de Louis XVIII. Donc Beugnot, son gendre, ça serait pas bien qu'il aille avec Napoléon. Et donc Curial lui dit viens avec moi. Et Cambronne dit non, mais l'empereur m'a choisi. Alors il est le chef, c'est lui qui commande le bataillon Napoléon, mais le chef d'état-major, il y a quand même 2 personnes au-dessus de lui, c'est Drouot et Bertrand. C'est Drouot et Bertrand. Cambronne est en dessous. Alors pour lui, c'est un honneur d'être effectivement le chef du bataillon dit de l'île d'Elbe, qu'on va bientôt appeler le bataillon Napoléon, qui regroupe des chasseurs et grenadiers de l'ancienne vieille garde impériale, environ 600-700 hommes qui vont sur l'île d'Elbe. C'est Cambronne qui les commande directement. Mais au-dessus, il y a Drouot et Bertrand. Et Cambronne a été là dans une position très délicate parce qu'en fait, effectivement, il est fier de ce grade, mais il s'aperçoit rapidement que tout passe par en fait Drouot et Bertrand. Et Drouot et Bertrand se plaignent de Cambronne.
vraiment, parce que son caractère violent, il est irascible, il est à la limite de faire des incidents diplomatiques des fois, parce que quand, par exemple, on manque de respect vis-à-vis de l'empereur, quand il y a un bateau qui passe et qui va pas remplir les règles qui sont nécessaires pour saluer un souverain quand on passe au large de l'île d'Elbe, il a été prêt à faire tirer le canon dessus, et pourtant Napoléon va le sermonner, mais le garde. Donc en fait, Napoléon garde un type comme ça parce qu'il en a besoin et il sait qu'il va en avoir besoin. Et moi je pense que dès Fontainebleau, en avril 1814, Napoléon pense que la carte Cambronne, c'est l'éventualité d'un retour en France. Il sait qu'il aura besoin d'un type comme ça. C'est pas pour rien qu'il l'a pris. Oui, parce que l'épisode d'Île d'Elbe se passe, on connaît le retour de Napoléon en France, la remontée vers Paris, mais là, Cambronne joue un rôle absolument capital. Sans Cambronne, Napoléon ne peut pas arriver à Paris quasiment. Oui, c'est lui qui fait l'avant-garde. C'est lui qui fait l'avant-garde. Alors, c'est lui qui va dans les villages, dans les villes précédant l'arrivée de Napoléon et qui prend toutes les dispositions pour permettre à la petite armée de Napoléon, qui va redevenir la grande armée, d'avoir des quartiers, d'être sécurisé. Hein. Donc effectivement, jusqu'à Lyon, il a un rôle capital. Hein. Mais Napoléon a conscience que Cambronne, après Lyon, quand la petite armée se grossit de plus en plus et qu'on passe 10 000, 15 000 hommes, 20 000 hommes, Cambronne ne va pas faire le poids. D'ailleurs, il le remercie. Là, c'est une sorte de disgrâce. Et je pense que là, on voit bien que Napoléon avait cerné le personnage. Quoi. Que c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un homme d'action. Mais ensuite, quand il s'agit de commander plusieurs milliers d'hommes, c'est plus la peine. Et de faire de la politique. Et faire de la politique. Hein, oui. Non, je pense qu'il n'en fait pas de la politique, Cambronne. Il est loin de tout ça. Hein. Il est très loin de la politique. Hein. Mais il retrouve son poste à la tête de la vieille garde. Et c'est la marche vers Waterloo et la fin, un peu la fin, l'apothéose de Cambronne. Là, est-ce que vous pouvez nous raconter Waterloo et Cambronne, parce que c'est connu et vous montrer que c'est très très mal connu en fait. Tout à fait. Alors oui, effectivement, j'ai envie de dire que c'est là que Cambronne entre dans la légende. Hein. C'est Waterloo. Il est déjà rentré dans l'histoire bien avant. Là, il rentre dans la légende. Mais sur un plan historique, que s'est-il véritablement passé ? Donc déjà, Cambronne n'intervient que dans la fin de la bataille de Waterloo, au moment où l'attaque dite de la garde échoue devant les troupes britanniques, et lorsque c'est la débâcle. C'est-à-dire que la débâcle est déjà engagée, et donc Napoléon demande à Cambronne, et à d'autres, hein, il n'y a pas que Cambronne, hein, vous avez d'autres généraux de la garde qui reçoivent l'ordre de faire des carrés, hein, des formations militaires très spécifiques qui avaient été utilisées déjà en Égypte hein, pendant la bataille dite des pyramides en 1798. Il y a un tableau très célèbre de Lejeune qui le montre. Bon, et là, hop, il y en a plusieurs. Alors on dit Cambronne le dernier carré, déjà c'est faux, parce qu'il y avait plusieurs carrés. Hein. Il y en avait peut-être une dizaine. Hein. Et Cambronne est dans l'un d'entre eux. Et il est à la tête du 2e bataillon des premiers chasseurs à pied, 600 hommes. Ces 600 hommes, je les ai retrouvés dans les registres matricules. Alors, c'est une source pourtant qui est accessible, mais personne ne l'avait étudiée. Et là, eh bien, chasseur à pied par chasseur à pied, j'ai fait d'où ils venaient, qui étaient ces hommes, est-ce que c'était les fameux grognards qui avaient suivi Napoléon depuis 96-97 en Italie, qui avait été en Russie, qui avait fait Austerlitz en 1805 et tout. Déjà, non. Et première chose, et puis aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans ce carré lorsque... Bon, mais moi j'ai tout simplement regardé les paires, parce que dans ces registres matricules, vous avez le nom, vous avez l'expérience de chaque soldat, c'est un peu tout son CV, quoi, hein, et puis ce qui lui arrive, le destin, ce qu'on appelle le destin. Bon, et moi, j'ai vu que y a 60% qui n'étaient pas tombés à Waterloo, déjà. Donc, pour un carré qui, selon la légende, s'est sacrifié jusqu'au dernier, déjà, c'est faux. Déjà. Voilà. Vous en avez 60% qui échappent à la capture et à la mort. Déjà, première chose. Deuxième chose, et puis en plus après qui sont incorporés dans la garde royale de Louis XVIII pendant la seconde restauration. 60% ce sont soit des bandés ou soit ont échappé pour une raison ou pour une autre voilà. à la capture. Voilà, exactement. Voilà. De quelle manière ils y ont échappé? Alors sur ces 60%, il y en a qui ont été blessés
Et sur ces 60% qui réchappent, parce que je vais vous parler des 40%, mais les 60% qui réchappent, on en voit certains qui ont été blessés. Et alors le quartier maître a eu la bonne idée de donner par quoi ils avaient été blessés et où. Et j'ai vu que c'était surtout à coups de sabre. Donc on est tout à fait dans la débandade. Et des coups de sabre sur les parties supérieures, la tête. Donc probablement que le carré était enfoncé, ou alors ce sont des hommes qui sont isolés, mais qui sont en train de fuir. Et la cavalerie anglaise, voilà, c'est typique d'une fin de bataille où vous avez la formation qui s'étiole et puis la cavalerie qui achève, quoi. Bon, ben, c'est exactement ça. Donc je pense qu'on est dans une unité qui recule et qui se débande en même temps. Mais bon, on n'est pas là pour juger, mais je veux dire, là, il y a un point qui n'est pas en accord avec la légende. Alors là, c'est pour la troupe, mais alors les officiers, alors moi, c'est surtout ça qui m'a vraiment étonné, c'est que vous prenez les officiers, en règle générale, les officiers, c'est ceux qui ont le taux de perte le plus élevé dans une bataille par rapport à la troupe. Là, pour les chasseurs à pied à Waterloo, on est à 20%, 21, 22%. Il y en a quand même 80% qui échappent. Enfin, ça fait dire qu'il y a un 80% qui échappe. Donc moi, je me dis que ces officiers-là ont quitté le champ de bataille assez vite. Alors, est-ce que c'est pas pour ça que Cambronne aurait dit merde? Parce qu'une unité qui est soi-disant... Parce que lui, il a un fort esprit de corps. Et c'est pas dans la nature de personnage de lâcher le morceau, si je puis m'exprimer ainsi. Donc est-ce qu'il n'aurait pas dit merde en voyant cela? Et puis, il n'aurait pas pu dire merde aux Anglais, parce que déjà, c'était pas des Anglais qu'il avait en face de lui, c'était des Allemands. C'était la Légion hanovrienne, commandée par des officiers britanniques, certes, mais pas tous anglais. Et c'était du duché de Hanovre. Et deuxième chose, c'est les Anglais n'ont pas pu dire rendez-vous parce que les 40% de chasseurs à pied, parce que j'ai parlé des 60 qui réchappent, et les 40% qui restent sur le terrain. Alors eux, ils restent sur le terrain, vraiment. Ils sont marqués présumés prisonniers sur le registre, c'est très clair, présumés prisonniers. Quand il y a un présumé prisonnier qui revient de captivité, c'est marqué. Or, les présumés prisonniers qui ne reviennent pas, c'est 40%. Donc ils ont été achevés. C'est clair. Il faut savoir qu'à l'époque, une bataille, vous avez un tué pour 5 blessés. Ou un tué pour 4, ça dépend. Là, on a 5 tués pour un blessé. Donc, 5 disparus, mais moi je suis sûr que ces disparus ont été tués. Donc les Anglais n'avaient pas l'intention de leur demander de se rendre. Première chose. Donc la formule rendez-vous et réponse de Cambronne, merde, etc., ça ne tient pas. Et je pense que ces chasseurs à pied-là, alors on peut même reconstituer la compagnie, la première compagnie, la deuxième compagnie, la troisième, la quatrième. La plus exposée était la première compagnie. Je pense que ça devait être la partie du carré qui était la plus exposée face aux ennemis. Alors ils dépassent les 50% de pertes. Tandis que la dernière compagnie, elle est plutôt à 37, 36%. Donc ça aussi, c'est très intéressant à voir. Bon, là, je pense que ce sont des types qui ont fait leur devoir dans les on va dire les 20 premières, 30 premières minutes, on ne sait pas trop, ça tombe, il y a beaucoup de blessés. En fait, ils tombent blessés et ils sont achevés après. Donc il y a, pour moi, crime de guerre, là. C'est du rarement, j'ai rarement vu ça. Parce que ce sont des hommes de la vieille garde, ils sont achevés. Et donc on n'avait aucune envie de leur demander de se rendre. Et peut-être que c'est là aussi que Cambronne a dit merde en voyant ces hommes se faire massacrer aussi. Ça peut être ça aussi. Et donc Cambronne, lui, il ne meurt pas? Non, il est touché à la tête. Il est touché et il est capturé. Oui. Il est même molesté, parce que je crois qu'il arrive quasiment nu. Oui, alors c'était une coutume à l'époque, de dépouiller peut-être même qu'il a été pris pour mort. Et déjà, quand le général Dessay est mort à Marengo, on a eu énormément de mal à reconnaître le corps. Il est entièrement nu. Donc il est capturé nu et il est amené devant les Anglais. Devant Wellington, Wellington. 'il. paraît-il. Oui, oui. Là aussi, paraît-il, on n'en est même pas sûr. Oui, oui, oui. 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 Oui,
Oui, parce que ces anciens biographes le disent en citant Madame Cambronne, sa veuve, qui, je pense, voulait montrer que son mari était un personnage de haut rang et que donc c'est pour la raison pour laquelle on l'avait présenté devant le duc de Wellington, pour montrer qu'on avait capturé le beau et fameux Cambronne, sauf qu'à l'époque, c'était pas le fameux Cambronne. Donc voilà pourquoi je préfère prendre mes distances. Hein. Donc il est capturé, il est emmené en Angleterre en captivité, mais une captivité assez light. Il est même pas prisonnier, il est assigné à résidence dans une ville. C'est ça, on appelait ça le régime du cautionnement. Voilà, il fallait signer tous les soirs. Ce qui est assez agréable finalement. Oui, tout à fait. Mais Cambronne, il veut quand même rentrer en France, mais s'il rentre en France, il risque sa peau, parce que les officiers supérieurs de Napoléon sont jugés, certains sont fusillés. Lui, il sait qu'il risque gros, il va tout faire pour rentrer en France, et il va même écrire des lettres au roi, où il fait allégeance au roi. Là aussi, est-ce que vous pouvez nous raconter ce retour, le procès de Cambronne, qui est assez extraordinaire, parce qu'il s'en sort par des arguments juridiques hallucinants. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Cambronne, oui, il est capturé. On est dans la période qu'on appelle la Terreur blanche. Hein. Alors lui, quand il est en Angleterre, il reçoit des journaux français. Il sait qu'il fait partie des 24 généraux qui sont proscrits par l'ordonnance du 24 juillet 1815. Sur les 24, vous en avez quelques-uns déjà qui sont passés par les armes, ou qui vont passer par les armes. Il risque gros. Hein. Et dès juillet 1815, il écrit à un de ses cousins, et je suis sûr qu'il doit écrire à Curial aussi, pour donner son intention, qu'il a l'intention de rentrer en France et qu'il sera allé à Louis XVIII. Ça, c'est clair. Finalement, son retour est accepté, et c'est en décembre 1815 qu'il arrive en France, au moment où Ney est fusillé, le maréchal Ney. Alors, il faut avoir un sacré courage pour débarquer en France à ce moment-là, se rendre aux autorités royales. Mais en même temps, si on a du courage, alors il en a, c'est quelqu'un, je ne le mets absolument pas en doute. Mais il faut quand même être sûr de soi. Et moi, je n'ai pas trouvé le document, hein, mais l'hypothèse selon laquelle Curial, qui est allié en famille à Beugnot, qui s'occupe de tout ce qui est police, justice, etc., est-ce qu'il n'y a pas eu une garantie? Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le document. Mais bon, décembre 1815, il se rend. Il débarque dans le nord de la France. Il est amené à Paris par 2 gendarmes qui avaient à côté d'eux le fameux Cambronne, parce que là, il est déjà connu. Hein. Il y a déjà la rumeur sur la formule « la garde meurt, elle ne se rend pas », qui n'est pas du tout de lui. Hein. C'est un journaliste qui a inventé ça. J'en parle dans le livre. Hein. Mais avant moi, il y en a d'autres qui en ont parlé, qui l'ont bien démontré. Hein. Et donc, il est emprisonné à la prison du Cherche-Midi, et la prison de l'Abbaye, pardon, et là, il retrouve Drouot, le copain de l'île d'Elbe, le copain de la garde, avec qui il a une amitié quand même, hein, Drouot, mais qui est plus fin hein, quand même, Drouot. Hein, c'est des parties de cartes toute la journée, en attendant le procès, et puis effectivement, il y a le procès, et Drouot passe avant. Et Drouot conseille son avocat à Cambronne, et il lui conseille même d'utiliser la même défense que lui. À savoir, ils sont jugés pour haute trahison. Et là, effectivement, l'argument invoqué, je n'ai pas trahi mon pays puisque j'étais plus français. J'avais la citoyenneté helboise. En faisant l'acte d'allégeance à Napoléon, je quittais donc l'habit français pour être citoyen de l'île d'Elbe, sujet de l'île d'Elbe de mon empereur. Et donc, je n'étais pas français. Donc, quand je suis revenu le 1er mars 1815, je n'ai pas trahi mon pays, puisque j'étais tout simplement un envahisseur, mais je n'étais pas un traître. Et c'est ce qui lui sauve la mise. Les journaux royalistes ont été furieux. Parce que Drouot est acquitté. Quelques jours plus tard, Cambronne est acquitté. Après, je me suis dit, est-ce que Louis XVIII allait faire fusiller l'homme qui était connu pour avoir, non pas dit merde, parce qu'à l'époque, on ne le dit pas, mais pour avoir dit, la garde meurt, elle ne se rend pas. Ça aurait été un calcul politique très très mauvais. Louis XVIII est loin d'être un idiot. Oui, Cambronne est un soudard, mais pareil, c'est pas un idiot. Il a été bien conseillé aussi. Il a été bien conseillé. Oui, je pense. Oui. Donc on va passer rapidement sur la fin de la vie de Cambronne, mais qui est quand même une vie où finalement il est encombré par sa légende. À la fois, il aime bien en profiter,
et en même temps, il est pris dans sa légende et il ne peut plus en sortir. Ah oui, c'est un embarras. C'est vraiment un embarras. Un embarras parce que il veut montrer des gestes de fidélité, des signes de fidélité à Louis XVIII, mais il se trouve qu'il est devenu un objet politique, enfin du moins sa légende, et un enjeu politique énorme entre les libéraux et les ultras. Et lui, il est là-dedans et il est vraiment embarrassé parce qu'il ne voudrait pas que les libéraux, ça l'embarrasse, que les libéraux le soutiennent en disant, il a dit cette fameuse formule le soir de la bataille de Waterloo. D'ailleurs, lui, il a toujours dit, mais je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais dit ça. Un jour, il passe à Bordeaux, on apprend que Cambronne est à Bordeaux, mais c'est un délire sur la place du théâtre. Et il raconte que pour revenir à Nantes, ça a été cauchemardesque, quoi, parce que lui, il voulait dire à Louis XVIII, je me suis rallié à vous, et s'il vous plaît, ne croyez pas la foule, etc. Je ne suis pas un membre du Parti libéral. Mais d'ailleurs, Decazes, qui était ministre de la police, avait bien vu en Cambronne quelqu'un qui était honnête dans le ralliement à Louis XVIII. Il calmait d'ailleurs certains royalistes qui voyaient en Cambronne un bonapartiste acharné, etc. Decazes, quelqu'un qui a envie d'être tranquille. Et donc, oui, il est très, très embarrassé, vraiment. Et nombre de fois qu'il devait justifier. Et d'ailleurs, il va fuir la plupart des cérémonies publiques et tout. Il est fui. Un jour, il va aller en Bretagne pour honorer la mémoire d'un ancien camarade d'armes qui était la Tour d'Auvergne et qui était son capitaine dans le 46e de brigade. Et il était à côté quand il l'a vu tomber à la bataille d'Oberhausen. Il ira pour inaugurer un monument en l'honneur de la Tour d'Auvergne, mais les autres cérémonies, il est fui. Juillet 1830, quand il y a la révolution de juillet 1830, Cambronne, on va le chercher pour être colonel de la garde nationale, qui est cette incarnation, la garde nationale, qui est un peu ce symbole de la révolution. Il refuse. Et puis Louis XVIII l'a accordé le titre de vicomte. Il préférera le titre de vicomte que celui de comte que lui a donné Napoléon. Donc c'est un légitimiste. Cambronne, c'est pas un bonapartiste. Oui, en plus, il commence à être assez âgé. Oui. Et surtout très diminué physiquement par oui. ses campagnes et ses blessures. Oui. Ah bah là, il est tout à fait le reflet de cette génération qui a fait tous les champs de bataille de la Révolution et de l'Empire, des rhumatismes. Il fait plusieurs cures pour calmer ses rhumatismes. Des fois, il est obligé de rester nuit et jour dans son lit parce qu'il ne peut plus bouger tellement qu'il a mal. À cela s'ajoutent les blessures qui, si elles sont cicatrisées de temps en temps, se rappellent à lui et lui font mal, les maux de tête, le coup qu'il reçoit au-dessus du sourcil à Waterloo lui causait des migraines récurrentes. Mais alors là, il y en a des centaines de milliers comme ça à cette époque. La médecine est bien inefficace par rapport à ça. Et effectivement, c'est quelqu'un qui peut boiter, qui est obligé de se déplacer en voiture ou en charrette. Il ne peut plus monter à cheval et tout. Et apparemment, vu certains documents que j'ai vus, et même une tradition locale qui est encore assez ancrée dans le village où il a terminé une partie de sa vie. Il avait deux résidences, il avait à Nantes et puis il y avait Saint-Sébastien-sur-Loire, qui est de l'autre côté de la Loire, à Nantes, où on le retrouvait régulièrement sous dans un fossé et que les gendarmes étaient obligés de le mettre dans une brouette pour le ramener chez lui. Et bon, l'image du général Cambronne... Pour conclure, on peut dire aussi deux mots. Donc, évidemment, Cambronne va mourir. Mais il a une postérité. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la postérité? Parce qu'il devient une légende. Les biographies deviennent de plus en plus quasiment délirantes. On est vraiment dans un mythe et on est hors de l'histoire. Ah oui, complètement. Alors, le mythe est une histoire en soi. Faudrait faire une histoire du mythe qui se confond complètement avec la bataille de Waterloo. Jean-Marc Largeau, avec son livre sur Waterloo, a bien montré comment la popularité de Cambronne dépendait aussi de la popularité et de la mémoire de la bataille de Waterloo. Mais il y a effectivement... c'est un Cambronne instrumentalisé politiquement. C'est clair. Il y a une instrumentalisation qui est faite de sa légende...
politique locale, mais politique nationale aussi. Alors politique locale, par exemple, la fameuse formule « la guerre demeure et ne se rend pas », au moment de sa mort, sa veuve accepte l'idée qu'on fasse une statue à Nantes avec Cambronne. Et avec la formule « la guerre demeure et ne se rend pas ». Pas le merde. Maintenant, le merde est connu. Depuis 1828, une autre rumeur dit qu'il aurait plutôt dit « merde » que « la guerre demeure et ne se rend pas ». Bon, il y a les fils quand même d'un général de Waterloo qui a été tué à la bataille de Waterloo, les fils du général Michel, qui disent « non, 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 c'est notre père qui a dit la guerre demeure et ne se rend pas ». Et donc, procès qui est fait à la ville de Nantes. Ça va jusqu'au Conseil d'État. Enfin bon, c'est incroyable, c'est incroyable. Et finalement, la mairie de Nantes a le droit de faire graver sur le socle la guerre demeure et ne se rend pas. Mais après, en 1862, lorsque Victor Hugo publie Les Misérables, ah non mais c'est incroyable. Là, Hugo dit, Cambronne a dit ce mot magique, ce mot magnifique, le merde. Bon. On est sous le Second Empire. Victor Hugo, en écrivant ça, sait très bien qu'il va choquer Napoléon III et ses sbires pour nuire à Napoléon III, qui eux préfèrent la formule « la guerre demeure et ne se rend pas ». Donc il va y avoir un match, si je peux me permettre, entre d'un côté Victor Hugo, républicain, qui dit que Cambronne a dit merde, et qui quelque part récupère la mémoire de Cambronne sous cet angle-là, et de l'autre côté, les autorités impériales, bonapartistes, qui disent non, Cambronne c'est la guerre demeure et ne se rend pas. Et alors là, on est dans le ridicule, mais regardez des fois ce qui se passe de nos jours, quand on essaye aussi d'instrumentaliser la mémoire d'un personnage. Vous avez le futur président MacMahon qui, à Lille, arrive à retrouver un individu qui aurait été avec Cambronne dans le dernier carré, et qui aurait entendu Cambronne dit « la guerre demeure et ne se rend pas ». Bon, l'enquête montre que déjà c'était pas un chasseur à pied, c'était un grenadier, donc il pouvait pas être à côté de Cambronne. La cérémonie se termine par une remise de Légion d'honneur et tout, on publie ça dans les journaux, et puis voilà, pour montrer qu'en fait Cambronne a dit que la guerre demeure et ne se rend pas, mais pas le reste, quoi. Donc c'est devenu rocambolesque, quoi. Et alors après, sa mémoire effectivement est complètement associée à celle de Waterloo, et il est l'objet de... on peut le voir dans certains manuels scolaires, ouais, bien évidemment. Et alors, sa mémoire est, après, la guerre de 14-18 l'occulte complètement. La guerre de 14-18, on a une nouvelle génération de héros militaires, et Cambronne disparaît là un petit peu, et je dirais reste connu d'une partie du public français qui va lire Les Misérables au programme de français, littérature, en histoire plus trop, et après connu surtout du public napoléonien. Et regardez de nos jours, je suis sûr que la plupart des Parisiens qui s'arrêtent à la station de métro Cambronne ne savent pas qui était Cambronne. Mais au XIXe siècle, quand on disait Cambronne à quelqu'un, ça voulait dire merde. Il y avait même le mot « je t'encambronne », je t'emmerde.